Bonjour et bienvenue dans cette émission du 16 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je continue à ouvrir les fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles en vous proposant aujourd'hui une conférence que j'ai donnée hier à Bruxelles à l'invitation de l'Ordre universel des praticiens de la santé et qui portait sur le changement de monde dans lequel nous sommes engagés et qui, à mon avis, est la meilleure des meilleures nouvelles. L'Ordre universel des praticiens de la santé, ce n'est pas un ordre au sens traditionnel qui aurait vocation à se substituer à l'ordre des médecins, non. C'est l'émanation d'un collectif de personnes, des médecins, des soignants, mais aussi des citoyens, qui réclament le fait qu'il y ait une intégrité au niveau des politiques de santé et que la médecine redevienne à visage humain en étant loyale et honnête vis-à-vis des patients. Et dans ce cadre, je suis venu présenter cette perspective de temps long à la lumière de l'anthropologie de l'imaginaire, mais également de la compréhension qu'il y a une succession d'époques au sein des civilisations avec des périodes intermédiaires entre deux, et que la transition dans laquelle nous sommes en réalité engagés est celle qui voit déjà s'effondrer l'entier des systèmes sociaux. Le système de démocratie représentative est en plein effondrement. Le système judiciaire est en plein effondrement. Le système éducatif est en plein effondrement. Le système de soins, la médecine sont en plein effondrement. L'entier de nos systèmes vont être bouleversés en quelques années, dans le passage de l'époque moderne à l'époque postmoderne. Et une des caractéristiques principales de cette époque postmoderne dans laquelle nous nous engageons d'ores et déjà, c'est la force du nous. Le passage du je au nous et le fait que l'intelligence collective va se substituer à la captation individuelle ou groupale du pouvoir par quelques petites castes qui se considèrent comme des élites. C'est déjà ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur de la dissidence. Car si on regarde ce qui s'est produit depuis 5 ans, c'est au fond que nous sommes sortis du bois les uns et les autres pour nous retrouver sur le socle de valeurs communes, notamment celle de ne pas nous laisser faire par les maltraitants et les pervers qui sont au pouvoir. Et en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de qualifier la tribu que nous formons de tribu des personnes de bonne foi et de bonne volonté, car c'est ce que nous sommes. Là où les élites sont malhonnêtes, mensongères, arbitraires, oppressives, totalitaires, nous sommes de bonne foi. Nous ne demandons rien de mieux que chacun puisse vivre dans le respect de sa dignité, en bonne harmonie et dans des systèmes qui soient justes. Et puis nous sommes de bonne volonté précisément parce que nous n'avons pas d'agenda caché à l'esprit. Nous ne voulons pas autre chose que ce que nous prétendons faire. Tout ce qui nous importe, c'est de pouvoir générer un monde qui échappe aux scories de celui qui est en plein effondrement. À l'invitation de ce collectif, j'ai ouvert quelques perspectives en ce sens que je suis heureux de partager avec vous. J'espère qu'elles vous parleront, qu'elles susciteront aussi des dialogues, des débats, des échanges. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission, une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles. Écoutez, un immense merci pour votre accueil, vraiment, et ça me tenait très à cœur d'être avec vous aujourd'hui pour un ensemble de raisons que je vais avoir le temps de développer. Désolé aux orateurs précédents qui ont été un petit peu pressurisés, mais je me console de cette place excessivement privilégiée qui m'est accordée en revenant aux fondamentaux de ma démarche, qui est celle qu'on n'est jamais aussi intelligent que l'intelligence des autres. Et en fait, depuis 5 ans, c'est vrai que je me suis engagé, comme beaucoup d'entre nous, dans une mobilisation face à ce qui nous arrivait, mais avec une double préoccupation. La première, c'était de fournir de l'intelligibilité, car vous savez que dans l'étude de la salutogenèse, ce qui nous permet de tenir le coup face à des circonstances adverses qui parfois auraient le pouvoir de nous détruire, un des piliers, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. Aussi cruel ou aussi déprimant soit-il. Donc c'est un peu aux antipodes de la pensée positive et de ce courant soi-disant spiritualisant, disant il faut surtout pas voir le négatif parce que c'est comme ça qu'on lui donne de l'importance. Non, c'est l'inverse. C'est en voyant le négatif avec toute la lucidité requise qu'on peut être bien lucide quant à ce à quoi on a affaire et quels sont les endroits où il convient d'agir. Et notamment avec le luxe de s'exonérer de la responsabilité d'être optimiste ou pessimiste,
Ce qui de toute manière n'est pas très intelligent, parce que ça consiste à dire « je crois que les choses vont bien aller, je crois que les choses vont mal aller, mais la réalité c'est que l'univers se contrefiche de ce que vous pensez, les choses iront là où elles iront, et donc je préfère utiliser l'expression de mon collègue et ami Philippe Bobola, qui lui se dit possibiliste. » Ce qui compte dans une situation donnée, c'est pas de trouver ça encourageant ou décourageant, c'est de se dire mais où est-ce que je peux chercher à agir d'une manière qui donne le plus de chance au fait que les choses évoluent dans la bonne direction. Et évidemment qu'à l'énoncé, on comprend aussi l'humilité qui doit aller avec cette position. Qui suis-je pour croire que quoi que ce soit que je puisse faire ait les moyens de changer le destin? C'est en soi relativement absurde, mais on tombe dans des catégories de la pensée qui sont exactement le développement dans lequel j'aimerais vous inviter aujourd'hui. Donc, premier élément, essayer de donner de l'intelligibilité aux choses. Et Frédéric, je t'en remercie, a eu la gentillesse de mentionner les 2 livres que j'ai écrits, plus de 2000 références, plus 700 pages. Michel Maffezoli et Hélène Stroll, qui l'ont postfacé, ont eu la gentillesse d'écrire que j'avais fait un travail d'ethnographe de la crise sanitaire. Et un ethnographe, c'est qui? C'est quelqu'un qui va dans une tribu lointaine, a priori, et qui note tout ce qu'il voit, tout ce qui se dit, comment les gens se comportent, qui fait une espèce d'inventaire généralisé de tout ce qu'il y a à voir, de sorte à ce que, dans un deuxième temps, c'est la démarche ethnologique, on puisse chercher à comprendre comment les choses s'organisent et quelles sont les logiques qui produisent tout ce qui est observable. Et en fait, dans cette démarche, je ne produis pas de science. À la limite, je produis à peine de la pensée. Ce que je fais, c'est que je reprends la science juste, authentique et honnête que les autres produisent. Je reprends les pensées intelligentes que les gens disent. Et j'essaye de synthétiser tout ça dans quelque chose qui puisse faire sens. Donc, si je devais me reconnaître un talent, ça serait celui-là. Ça serait celui d'être au service du fait de faire apparaître ce que l'intelligence collective met en lumière, en sachant qu'on n'est jamais aussi intelligent que l'intelligence des autres. Réfléchissons une seconde. Dans tout ce que je raconte aux autres de mes compréhensions, de ce que je crois être mes compréhensions du monde, quelles sont les pensées originales dont vous êtes l'origine? C'est probablement moins d'une pensée sur 1000. Tout le reste, ce sont des choses intelligentes que vous avez entendues parce que d'autres personnes les ont énoncées, souvent en répétant ce qu'elles avaient entendu d'autres personnes, et puis vous vous créez comme ça votre univers cognitif, et évidemment, plus vous allez puiser à des sources qui sont honnêtes et intelligentes et inspirées, plus le contenu qui est dans votre champ de compréhension est important. Mais vraiment, j'insiste, nous ne sommes jamais aussi intelligents que l'intelligence des autres. Et en réalité, ça va même beaucoup plus loin. Je vous expliquerai pourquoi je commence par ça. Nous n'existons que sous et par le regard des autres. Et en fait, dans la crise que nous vivons depuis 5 ans, au-delà de la criminalité pharmaceutique et sanitaire, au-delà de la tentation totalitaire de nos élites, au-delà de ceci, cela et autre chose, nous sommes en fait dans un choc de civilisation qui voit une époque se terminer, alors qu'une autre époque est déjà en train d'apparaître. Et c'est ça le vrai motif qu'il y a à voir. Donc dans ma présentation d'aujourd'hui, je nous inviterai à prendre beaucoup de recul pour pouvoir aborder ce que je décris sous l'angle de l'anthropologie de l'imaginaire, d'un côté, et puis de ce temps long des évolutions historiques, et notamment à la compréhension que les civilisations passent par toutes sortes de phases, en particulier au sein de l'espèce humaine, qui, à notre connaissance, est la seule à avoir un tel potentiel évolutif. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire évoluer notre manière d'exister, nos pratiques techniques, mais dans un mouvement qui, en retour, change qui nous sommes. Imaginez qu'il y a 5000 ans, 7000 ans, personne ne savait lire et écrire. Donc le simple fait de pouvoir prendre une feuille de papier, déclaration de Bruxelles au cours de la crise sanitaire, n'existait pas. Et donc cette fonctionnalité n'était pas présente au sein de notre cerveau. On a même pu voir, rares sont ceux qui le savent, identifier le fait que jusqu'à la tradition monastique, 7e, 8e siècle, la lecture se fait toujours à voix haute.
même une personne lisant seule chez elle, prononce les mots. Et l'intériorisation du discours de la lecture, silencieuse, se passe dans les monastères à la faveur de la lectio divina. Comme on ne peut plus beugler ce qu'on est en train de lire, eh bien, le volume se réduit, à un moment donné, ça devient une compétence interne. Et donc, imaginez comment vivaient nos ancêtres il y a 10 000 ans. Ici, la Belgique était déjà habitée, il y a 5 000 ans, il y a 2 000 ans, il y a 1 000 ans, il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a un siècle. Ça n'avait rien à voir avec la manière dont nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est qu'il y a une précipitation de l'évolution, à la faveur notamment, bien sûr, d'une révolution technologique. Michel Serres, le philosophe, dans son livre « Petite poussette », avait rappelé comment il y avait eu quelques seuils historiques à la faveur justement des grandes découvertes ou inventions, agriculture, élevage, après bien sûr l'écriture, l'imprimerie, et puis les grandes découvertes, et puis aujourd'hui le numérique, qui avait vu l'entier des systèmes sociaux de la société être transformé en l'espace de quelques années. Et donc plus rien ne tient. Des systèmes de pouvoir, des systèmes de production économique, des systèmes judiciaires, des systèmes familiaux, des liens de parenté, des systèmes de protection du savoir, des systèmes religieux et spirituels. Tout est balayé, bouleversé en quelques années. Et c'est exactement la période dans laquelle nous sommes. Alors, je ne vous inviterai pas une fois de plus longuement dans le bilan de la truanderie du Covid. On la connaît relativement bien aujourd'hui. J'ai quand même commis un dernier livre qui s'appelle « La fabrication du désastre », parce qu'une fois qu'on a compris qu'on a fait l'exact inverse de tout ce qu'on savait devoir faire. Donc c'est comme si vous allez chez le médecin pour dire « j'ai mal à la tête » et qu'il dit « ah chic, on a un nouveau traitement, on va donner des coups de marteau ». C'est littéralement le genre d'absurdité dans laquelle nous avons été collectivement. 2 règles de base à la gestion des épidémies respiratoires. On laisse la société vivre le plus normalement possible, on protège les personnes à risque et on laisse les médecins soigner les personnes malades avec les moyens du bord. Voilà, ça c'est dans tous les textbooks, y compris celui de l'OMS en 2019. Et donc on a vu ce truc complètement surréaliste. En quelques semaines, au fond, on a prétendu que la science avait changé, mais sans dire qu'elle avait changé. C'était tenu pour acquis que les nouvelles absurdités qui étaient énoncées effectivement par des autorités prestigieuses dans une expérience de soumission à l'autorité et de manipulation psychologique de grande ampleur étaient à accepter de manière indiscutable et que honni soit qui mal y pense, même le fait de souligner que quelques semaines avant c'était pas comme ça, vous faisait passer pour quelqu'un dont il fallait se méfier et dont il fallait combattre les idées. Donc voilà, tout ça on le sait aujourd'hui. Il est toutefois une traîne de compréhension qu'il m'a tenu à cœur d'aller chercher, qui est celle de comprendre comment cette permutation avait été possible. Et notamment, est-ce qu'elle s'était produite de manière spontanée ? Ça peut à la limite arriver dans un espèce de délire collectif un peu hallucinatoire, comme ça. On peut imaginer qu'une société entre dans une bouffée délirante. Toutefois, il y avait quand même un certain nombre d'indices qui montraient que cela avait l'air un petit peu plus organisé que cela. Certains auteurs ont produit des travaux remarquables, bien sûr Robert Kennedy, mais aussi Michel Kuki dans un très bon livre, en allant chercher. Et quand je participais au CSI en 2021, je disais, mais au fond, la grande pièce de compréhension qui nous manque, c'est la pièce criminologique. Alors on sait qu'il y a une criminalité banale du système de santé, notamment à travers du modèle d'affaires de la pharma, dont Peter Gotche, un des fondateurs de la revue Cochrane, a montré il y a fort longtemps que c'est celui du crime organisé. C'est-à-dire qu'en termes structurels, la manière dont l'industrie pharmaceutique est organisée reprend toutes les ficelles des mafias criminelles. Et dans son fameux livre « Remèdes mortels et crimes organisés », publié en 2013, si je me souviens bien, il fait le diagnostic des multiples manières dont ça se manifeste dans un livre qui reçoit un relativement bon accueil dans les revues médicales et reçoit même, vous êtes déjà assis, tout va bien, le prix de la Société britannique des médecins. D'accord ? Donc c'est un livre qui dit on a dérivé dans un modèle criminel, la santé de la population n'est plus
L'intention première, c'est la manière dont on peut exploiter les difficultés de santé de la manière la plus lucrative, quel qu'en soit le coût étant le cas échéant des dizaines, des centaines de milliers ou des millions de morts. Et ce constat est posé. Il n'a jamais été contesté. Gaucher n'a pas été traité de complotiste. Il documente extrêmement bien son cas, et je le redis une fois de plus, l'Association britannique des médecins donne un prix à ce livre, en disant « Eh les mecs, il y a quelque chose à voir ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que de ce constat qui n'a fait que s'aggraver depuis, vous l'aurez observé, jusqu'à aujourd'hui, là encore, rien ne vient contredire ce constat dans sa gravité, mais rien n'est fait pour corriger les choses. Alors évidemment que ça vous évoquera la crise H1N1 qui a déjà été mentionnée par un préopinant, qui est au fond extraordinaire. Crise H1N1, c'est une gigantesque cacade de santé publique. Et tout y est. Le fait de partir en vrille pour une épidémie qui n'est pas très grave sans se demander quelle est sa nature et sa gravité. Le fait de commander tout de suite des tonnes d'un remède que le laboratoire pharmaceutique en question savait être inefficace dans ce type de prescription, mais il l'a soigneusement caché. Et puis d'acheter des quantités phénoménales d'un vaccin mis précipitamment sur le marché et qui s'avérera avoir des effets secondaires très graves pour une catégorie de personnes. Parce qu'on n'avait pas pris le temps d'étudier l'effet sur différents génotypes. Et je mentionne souvent que dans la gestion des catastrophes, c'est toute l'idée en aviation civile, quand il se passe quelque chose, vous faites un examen diligent pour éviter que ça se reproduise. Et en fait, cette crise, elle leur a permis uniquement d'identifier qu'est-ce qui avait résisté pour pouvoir le dynamiter pour la prochaine opportunité. Et on a encore, alors je sais, Aubry, il ne faut pas dire des gros mots, donc excusez mon langage un peu familier par moment, mais que cette gourde de Roselyne Bachelot en France, quand on lui a demandé « mais que feriez-vous de différent si vous aviez à refaire la gestion ?» Elle était ministre de la Santé, dit « je ferais plus paniquer la population ». Alors que toutes les textbooks en éthique de la santé publique disent « il est absolument prohibé de faire paniquer la population. Il faut donner une information claire, responsable, mais d'une manière qui surtout ne génère aucun effet de panique. » Donc, à partir de là, il paraissait effectivement inévitable d'ouvrir une réflexion criminologique au-delà de la simple question de « il y a du pognon à faire en faisant paniquer les gens », parce qu'on a vu que ça allait beaucoup plus loin. Et ça, c'est donc la direction dans laquelle je me suis engagé. Et en me heurtant, je me permets de le dire, parce que c'est assez cocasse, au fait que tous les résistants appelés complotistes généreusement par la presse de connivence, au fond, se sont montrés très insuffisamment complotistes. Parce qu'au fond, et je l'ai beaucoup rencontré, moi-même j'étais très sceptique par rapport à ça. De nouveau, la démarche de pensée, c'est pas une démarche de parti pris, c'est pas une démarche de sauter aux conclusions. C'est penser en hypothèse, se demander quels sont les éléments qu'on a à disposition pour essayer de se forger une conviction raisonnable en sachant qu'elle peut être mise en cause à n'importe quel moment. Et donc dans un premier temps, vous voyez, je me suis pas dit, ils sont tous pourris, c'est une conspiration mondiale, ils ont un projet totalitaire. Je me suis dit, il y a un ensemble d'indices qui semblent indiquer que ça va plus loin que l'extorsion de fonds crapuleuse, homicide à l'appui du modèle d'affaires des pharma, mais je ne sais pas jusqu'où cela va. Et dans notre camp, combien de fois ai-je entendu « oui, ils sont corrompus, mais il n'y a quand même pas de complot ». Non, je peux quand même pas imaginer qu'ils soient tous de mèche. Une conspiration, c'est un peu paranoïaque quand même. Bon. Alors on tire la ficelle, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit, je vous le fais rapide, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose, mais que c'est un plan qui a été préparé depuis 25 ans, et qui va en fait dans 3 directions. La première, c'est la militarisation de la réponse en santé publique. C'est-à-dire que la bonne science que je viens de vous rappeler, épidémie respiratoire, on laisse la société vivre normalement et on soigne les gens malades. Comment est-ce que la permutation s'est produite ? Eh bien, parce que depuis le début des années 2000, il y a eu de la production de fausses sciences, vous êtes familier avec le concept quand même aujourd'hui, de la part de personnes qui avaient des liens directs avec le département militaire américain, sous l'impulsion de George Bush W pour commencer, visant à dire non. Ce que dit la science n'est pas la bonne réponse. En cas d'épidémie, il faut réagir comme on réagit habituellement au bioterrorisme. Parce que si demain, des gens mal intentionnés lâchaient un virus toxique pour lequel personne n'a aucun anticorps et qui n'est pas suffisamment familier avec les autres virus pour qu'il y ait une immunité native,
à ce moment-là, il faudrait bien se planquer chez soi en attendant un antidote. Ça, c'est le modèle de la réponse au bioterrorisme, et il est, d'après les spécialistes, relativement valide dans ce domaine. Par contre, pour gérer un nouveau coronavirus très proche de ceux qu'on a déjà, c'est totalement absurde. Mais ce qu'on voit, c'est un patient travail au long de ces 2 décennies où on va avancer les pièces du jeu d'échecs méthodiquement, commencer à disqualifier ceux qui essayaient de rappeler les bonnes choses, faire des exercices, cela a été rappelé. Il y a eu event évidemment en novembre ou octobre 2019, mais il y en a eu pratiquement chaque année ou chaque 2 ans au cours des 2 décennies écoulées, avec comme principaux partenaires autour de la table, je vous le donne en mille, Bill Gates, l'OMS, Fauci, des grands instituts universitaires américains comme Johns Hopkins, Harvard et Stanford, et puis avec l'idée de faire des répétitions pour qu'au cas où la très redoutable, dangereuse pandémie arriverait, on puisse substituer à la bonne science cette réponse dystopique, formalisée dans le rapport Rockefeller de 2010, Lockdown Step, dans lequel la Fondation Rockefeller imaginait plusieurs types de menaces par rapport auxquelles il faudrait verrouiller une société. Et avec la question immédiatement, mais les gens ne se laisseront pas faire. Donc si vous avez ce plan-là, vous devez prévoir dans le plan comment faire pour convaincre les gens que c'est la bonne chose de le faire. Et c'est là où on a cette extraordinaire conspiration qui s'est développée sur 2 décennies, avec, au fur et à mesure des exercices qui passaient, de plus en plus d'attention mise à l'ingénierie sociale, et notamment, exactement tout ce qu'on a vu, le contrôle absolu de la presse, l'attaque systématique contre ceux qui se targueraient de rappeler la bonne science, avec une ingénierie sociale très basique qui consiste de les montrer du doigt en disant que ce sont des personnes infréquentables, et Dieu sait si ça sert et Dieu sait si ça marche. Et en fait, tout a été prévu, pensé, répété, et le moment venu, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Alors évidemment, vous et moi qui ne connaissions pas ça, alors très très vaguement, mais sans penser qu'il serait capable de passer à l'action, on est tombé de haut et puis on a vu effectivement tout ce que les différents intervenants ont rappelé ce matin, c'est-à-dire des transgressions massives, scandaleuses, dramatiques de toutes les pratiques et les principes éthiques de la médecine. Parce que prétendre qu'un consentement libre et éclairé peut exister face à un produit dont on ne sait pas quels vont être les effets et l'efficacité, il faut vraiment une gymnastique mentale très perverse ou très sidérée pour être capable de défendre un point de vue pareil. Le fait de faire pression de multiples manières pour que les personnes acceptent de se soumettre à un acte médical expérimental. Voilà, effectivement, en Australie, un jugement vient d'être rendu par la Cour suprême disant que c'est totalement anticonstitutionnel. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que de nouveau, je ne vais pas rouvrir l'inventaire, mais tout l'ordre juridique a été piétiné. Et notamment parce que les principes constitutionnels qui priment évidemment sur les conventions internationales, les législations, les règlements, ont été piétinés au motif de réglementation souvent. Un règlement était passé, et donc, vos droits constitutionnels, vous pouviez vous asseoir dessus. Et puis, ces phénomènes de maltraitance épouvantables envers les personnes âgées, exterminés massivement dans les habitats où leur état de dépendance les avait mis. La torture des enfants, de multiples manières, des femmes enceintes, parturientes. Enfin, on a vu qu'il y avait une logique qui s'attaquait de la manière la plus perverse et la plus violente aux personnes les plus faibles d'une société. Ce que tout notre ordre spirituel et juridique tient à l'inverse, comme étant les personnes à qui le collectif doit accorder la plus grande protection et la plus grande sensibilité quant à ce qu'elles vivent. Et là, on arrive au cœur du sujet. Fauci est un peu sur la sellette aux États-Unis, encore que le bruit court que Joe Biden lui accorderait une grâce préventive avant de le quitter, ce qui accessoirement irait bien avec l'arrogance dont il a toujours fait preuve devant les commissions parlementaires. On voyait, on avait beau lui mettre le nez dans son caca, comme on dirait quant à l'éducation d'un chien, il ricanait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand vous m'attaquez, vous attaquez la science.
Vous n'avez rien compris. Ça n'est pas comme ça. Et du style, cause toujours, ça m'intéresse. Et Fauci, dont on trouve le très lourd dossier qui devrait être judiciaire, mais qui ne l'est pas dans le livre de Kennedy, et dont je rapporte aussi quelques éléments. Et cet affreux bonhomme qui, depuis des décennies, a fait une somme de monstruosités absolument sidérantes, comme des expérimentations sauvages sur des enfants des orphelinats à l'époque du sida, plus de 80 morts retrouvés dans des charniers. Les enfants se débattaient. Quand ils se débattaient, on les ligotait sur leur lit en leur mettant des sondes gastriques jusqu'à ce qu'ils meurent des expérimentations qu'ils étaient en train de subir. Tout ça a été documenté par Vera Sharaf notamment. Marjorie Greene, la parlementaire américaine, a sorti en pleine séance des photos de beagles attachés avec la tête dans un aquarium dans lesquels Fauci avait approuvé l'expérience. On lâchait des nuées de sandflies, qui sont des espèces de petits moustiques carnivores, qui dévoraient la tête de ces beagles jusqu'à ce qu'ils meurent. Et c'est ça la science à la Fauci. Ça rappelle plus Mengele qu'une expérimentation normale. Et ce sont ces gens-là qui ont été aux commandes de la gestion de la crise sanitaire. Et puis nous, dans notre camp, on se dit, non, on est peut-être corrompus, mais le complot, vous allez un peu fort quand même. Psychopathe, non, évitez les gros mots, ça va fâcher les gens. Mais qui sont ces gens? Qui est Bill Gates, qui a été en charge de la gestion sanitaire de la crise, d'après les enquêtes de Politico et Die Welt, qui veut supprimer le bétail, qui veut vous faire bouffer des insectes, qui veut vous garder à domicile, qui veut faire injecter tous les enfants de la planète, qui veut vous faire manger des OGM, qui veut envoyer des particules dans l'espace pour bloquer le soleil. Mais attendez, et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si je vous avais dit en 2018 tout ce que je suis en train de vous dire, mais est-ce que tu penses que ça peut arriver? On aurait dit, t'as un peu fumé la moquette. Hein. C'est bien d'avoir une imagination débordante, mais il ne faut pas déconner non plus. Et donc, la tragiquement somptueuse vérité, c'est que nous avons glissé en un rien de temps d'une société qui donnait toutes les apparences d'une normalité et d'une certaine solidité. Moi qui ai beaucoup travaillé en éthique dans le domaine de la santé, autour des questions de santé mentale, d'expérimentation, etc., je dois dire que, même si je ne suis pas tombé de la dernière pluie, j'ai été mais stupéfait de voir comment des collègues en qui j'avais confiance, qui avaient pris des positions honorables à l'époque du sida, qui intervenaient comme éthiciens de la santé, tout d'un coup étaient sur un nuage, en train de dire, mais comment peut-on critiquer Bill Gates et Klaus Schwab? Non, 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 tout va bien, de quoi parlez-vous? Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'hallucinant. Hein, on a vécu quelque chose d'hallucinatoire. Alors effectivement, on en voit la fin aux États-Unis. Biden a aussi étendu la non-responsabilité des fabricants de vaccins jusqu'à 2029, en disant que le Covid serait une urgence de santé jusqu'en 2029, bon, ce qu'on sait tous. Mais ce qui est vraiment intéressant comme autre motif, une fois qu'on a compris ça, et la plupart des gens ne sont pas prêts à franchir ce pas, mais c'est que précisément tout est fait en pleine lumière. Ça n'est même pas que c'est caché. Oui. Quand Biden gracie son fils, alors bien sûr on dit ouais c'est juste qu'il avait un ordinateur portable avec des prostituées et de la coke, bon c'est un mauvais garçon, mais on comprend que dans sa tendresse paternelle, Biden ait choisi de le gracier. Mais c'est pas du tout ça l'affaire. L'affaire, c'est que Hunter Biden était impliqué dans tout un ensemble de trafics mafieux à travers le monde, particulièrement en Ukraine, et notamment des biolabs. Cela a été attesté. De nouveau, tout est accessible. Et qu'évidemment, qu'en donnant la grâce, cela coupe court à toute investigation. Avec toutefois, je me permets de le mentionner, parce que ça c'est une bonne nouvelle, quelque chose que des avocats sont en train de mettre en lumière, c'est que ça pourrait être en fait un sacré retour de manivelle, parce que dans le droit américain, au motif du 5e amendement de la Constitution, vous avez le droit de refuser de répondre en tant que témoin à des questions qui pourraient conduire au fait que vous soyez accusé ou inculpé. Vous avez le droit de ne pas témoigner si cela peut impliquer un danger judiciaire pour vous. Par contre, si vous avez reçu une grâce, vous êtes dans un régime d'impunité, ça tombe. Puisque quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas être condamné. Et donc, si d'aventure Hunter Biden devait être convoqué comme témoin, parce qu'en fait c'était le papa qui était à la tête de toute la machine mafieuse, en disant « Que savez-vous sur la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine ?» à ce moment-là, il ne serait plus couvert par cela. Cela dit, il est encore loin de la coupe aux lèvres,
Mais c'est un peu ce qu'on dit différents préopinants, c'est que quand l'étendue et la masse du mensonge sont telles, c'est quand même difficile à protéger dans le long terme, malgré tout l'arsenal de communication et de répression qui a été mis en œuvre. Alors rappelons, puisqu'on est en Belgique et que la RTBF a été un des organes de presse les plus scandaleusement corrompus à cet égard, que tout cela a aussi été soigneusement préparé en amont et en aval. C'est-à-dire qu'un système s'est mis en place, conduisant déjà à ce que l'entier des médias mainstream occidentaux soit aux mains, grosso modo, pour le faire simple, de la CIA et de l'OTAN. Ils reçoivent même des articles, des éditorialistes de grands quotidiens que vous pouviez lire dans le passé, j'espère que vous avez arrêté entre-temps, reçoivent des papiers de l'OTAN, ils ont juste à signer et à publier ça sous leur nom de plume. On a de nombreux témoignages. Et puis après, toutes les rédactions ont été infiltrées, et puis on a nommé des caractères assez exceptionnels. Alors je ne vais pas entrer dans le personnel, mais Madame Johanne Montet, dont Martin Zizi a quelques motifs de doléance à son sujet, qui a été un peu la pitbull de la doxa du Covid, rappelons qu'elle avait été dénoncée par des collaborateurs quelques années auparavant pour harcèlement sur le lieu de travail. Et que de surcroît, il s'avère qu'elle a été en couple avec un des pseudo-experts de la doxa pendant tout le temps, sans jamais avouer la réalité de ce conflit d'intérêts intime et donc majeur. Donc, voilà, on est face aujourd'hui à une crapulocratie. Il y a une étape intermédiaire qui était celle de la médiocratie, cette tendance qu'avait indiqué Albert Jacquard déjà dans les années 90 de nommer les plus conformes ou les plus ambitieux. Et d'ailleurs, cela doit nous interroger à l'intérieur de systèmes d'accession au pouvoir qui, par définition, tels qu'ils étaient configurés, privilégiaient des gens pervers ou lâches. Alors, il y a une maladie en France aujourd'hui qui est la président de la République. Tous les Français, tôt ou tard, s'imaginent président de la... Alors, ils déposent leur candidature. On voit des naturopathes, des anciens lieutenants de gendarmerie, des avocats, qui disent « Ah, et si je me présentais à l'élection présidentielle ?» Bon, ils n'ont pas compris que le monde a changé. Et puis, ils sont pas forcément plus mal intentionnés que les autres, mais toujours est-il que chacun se verrait très bien dans les ors de l'Élysée. Bon. Cependant, ce qu'ils n'ont pas tout à fait compris, c'est que, tel que le système est organisé aujourd'hui, si vous n'êtes pas la dernière des crapules, vous n'avez aucune chance d'arriver à l'Élysée. Parce qu'il faut une somme de trahison, d'élimination des autres, de résistance aux attaques, d'accommodement à toutes sortes de corruption, de favoritisme, de clientélisme, de cirage de pompe, que si vous êtes un être humain normalement constitué, raisonnablement honnête et bien intentionné, vous n'avez pas la moindre chance d'arriver au sommet de l'État. Mais ce qui évidemment nous renvoie à une autre question. C'est est-ce que un tel système est celui que veut réellement la population? Est-ce que c'est celui qu'on a choisi? Est-ce que c'est celui qu'on veut continuer à perpétuer? Et si ça n'est pas le cas, comment expliquer qu'on en soit arrivé là? Et donc, je vais laisser de côté les histoires de Covid. Au demeurant, Martin Zizi en a fort bien parlé ce matin. Je crois qu'on est tous, effectivement, toutes oreilles ouvertes quant à ce qui pourrait advenir dans un premier temps aux États-Unis, mais aussi par toutes les très courageuses actions qui ont été initiées ici, là ou ailleurs. Mais j'ai envie de vous emmener précisément dans une appréhension de ce changement de monde dans lequel nous sommes. Alors je m'inspire évidemment beaucoup des recherches de Michel Maffezoli, qui est professeur honoraire en Sorbonne. Il a occupé la chaire Durkheim, mais parce que cela fait plus de 40 ans qu'il observe cela, et avec des sagacités intuitives dont le temps a vraiment montré de manière spectaculaire la pertinence. Je le rappelle une fois encore, ses deux premiers livres s'intitulaient « Logique de la domination » et le nouveau totalitarisme de mémoire. Et donc à la fin des années 70, ce qu'il était en train de montrer, déjà, c'est que nos sociétés étaient en train d'avancer à pleine vitesse vers des formes de domination sans précédent et un idéal totalitaire qui allait inévitablement se manifester. Alors évidemment, il a essuyé quelques colibets au passage, c'est le lot de tous les visionnaires. C'est bon signe. Si on ne vous conspue pas
quand vous mettez le doigt sur des choses qui dérangent, c'est que vous ne mettez pas le doigt sur les choses qui dérangent. Et en fait, sa lecture se situe à un tout autre niveau que ce à quoi nous pensons habituellement quant à la situation réelle. Premier élément, il vient aussi d'une école d'anthropologie politique, dans la lignée des travaux de Julien Freund à l'Université de Strasbourg. Et il dit que c'est son grand dada théorique. C'est en fait la question de l'alignement au sein d'une société entre la puissance instituante, c'est-à-dire le peuple. Quand le peuple s'oppose ou se retire de n'importe quelle magouille, c'est fini. C'est comme ça que tombent les tyrans, quand les gens ne sont plus d'accord. La puissance instituante est toujours du côté du peuple, et la puissance est toujours dans la population, la puissance. Et puis vous avez les pouvoirs institués, qui sont les formes institutionnelles auxquelles, dans l'idéal démocratique, la population délègue des pouvoirs. En disant, on vous fait confiance, on pense choisir des gens bien. Toute la démocratie représentative, c'est l'idéal démocratique décrit par Hannah Arendt, c'est-à-dire qu'on a une diversité d'opinions au sein de la population, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, donc on élit des représentants qui pensent comme nous, et puis dans le cadre des parlements et des exécutifs, s'ils sont, comme en Suisse, collégiaux, eh bien à ce moment-là, ces gens se mettent d'accord pour prendre des décisions qui tiennent le mieux compte de l'intérêt et des façons de penser du plus de gens possible. Voilà. Et cet idéal démocratique, alors qui est fini aujourd'hui, il est capoute, comme diraient les Allemands, mais il a quand même bien fonctionné pendant plusieurs décennies, et notamment les 30 glorieuses, où il y avait le plein emploi, la prospérité économique, je le rappelle souvent, une joie de vivre, une insouciance en Europe. La France des années 70, c'était tagada, youpi, olé, olé. Et quand on voit 50 ans plus tard où on en est arrivé, il faut bien observer cette réalité de l'orientation imaginaire de l'époque. Alors, j'amène la dimension supplémentaire de l'imaginaire. C'est quoi l'imaginaire? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas immédiatement observable. C'est ce qui n'est pas visible. Ce qui est invisible. Mais qui, tout invisible qu'il soit, a un très fort pouvoir de déterminer la manière dont les choses vont se passer dans le visible. Alors, évidemment, on est un peu en panne de mots et la rationalité doit s'ouvrir à des formes plus intuitives, mais on pourrait dire de l'imaginaire que c'est une atmosphère, c'est un climat. Si vous veniez à Bruxelles il y a 30 ans, ou si vous arrivez à Bruxelles comme moi hier soir, aujourd'hui, ça n'est pas le même climat. D'accord. Et ce climat, alors effectivement, il demande d'autres instruments de pensée pour pouvoir un petit peu s'y intéresser, mais il est extraordinairement surdéterminant des réalités humaines. Et Dieu merci, il y a plein de voies d'accès à l'imaginaire qui passent notamment par les narrations collectives, par les valeurs, par les rêves, par les fantasmes. En fait, une société ne tient que par la vision qui la réunit. J'allais dire l'idéal, mais c'est plus une vision. Et on a besoin d'un récit fondateur au cœur de toute société dans lequel les gens se reconnaissent et qu'ils ont envie d'investir. C'est une de nos forces. C'est que nous, dans la dissidence, on a ça. On sait très bien pourquoi on agit. On sait même les coups qu'on est capable de prendre, parce qu'on sait ce pourquoi on se mobilise. Maintenant, dans nos populations, en dehors de cercles mobilisés comme le nôtre, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui anime encore les gens. Et on sait que l'ingénierie sociale a été jusque-là. C'est le fameux principe du tititainment de Brzezinski, qui lui disait, pour pouvoir, et c'était quand même le secrétaire d'État de Jimmy Carter, donc président démocrate américain, et lui il disait, pour pouvoir, en d'autres termes, assurer le progrès de notre agenda totalitaire, il va falloir que les foules se tiennent tranquilles. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte que les foules se tiennent tranquilles? Il faut qu'elles aient assez à manger, donc qu'elles aient une subsistance assurée, parce qu'on a faim, on risque de se révolter. Et puis il faut, d'où l'expression tititainment, qui vient de tit en anglais, qui veut dire le téton, il faut qu'on leur donne la tétée, jour après jour, et notamment en les divertissant, avec du divertissement, sous toutes sortes de formes, qui fassent qu'ils soient plus intéressés par ce qui va se passer dans le prochain épisode de telle ou telle série, que sur ce que Ursula von der Leyen fait au sommet de la Commission européenne.
Et ce que les affaires P. Diddy et Epstein sont en train de montrer, c'est que même tout l'univers du divertissement musical, cinématographique, télévisuel, était totalement au service de cet agent-là depuis des décennies et des décennies. Et donc tous ces artistes ou ces créateurs que vous voyez arriver, tous ces acteurs, ah ouais, il a une bonne tête, il est chouette, étaient prévus dans le plan. Donc en fait, on est dans un degré de scénarisation collectif extraordinaire. Et puis, parce que cela fait partie de la stratégie, un brouillage entre les lignes du réel et du spectacle. Alors, vous connaissez le livre « La société du spectacle » de Guy Debord, qui avait vraiment pressenti ça, que notre société entière deviendrait une espèce de série télé de mauvaise qualité. Et puis si vous prenez l'Ukraine, par exemple, qui en Occident sait que Zelensky a joué pendant 2 ou 3 ans ouais, le rôle d'un président, et tout d'un coup les élections sont arrivées, il a fait croire qu'il allait installer une paix durable avec la Russie, il s'est fait élire sur ce sujet, le respect des populations russophones. Puis dès qu'il a été élu, évidemment, il a fait l'inverse, parce qu'il était piloté pour aller dans ce sens-là. Par contre, ce qui est intéressant en termes d'anthropologie de l'imaginaire, c'est que vous avez un type qui sort de l'écran. D'accord ? Il est président de l'Ukraine à l'écran, c'est un ancien comique, les numéros que j'ai vus sont plutôt douteux, mais j'éviterai de les commenter à l'écran, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Et donc ce type, comique douteux, comique troupier, sort de l'écran, dans lequel il était devenu président de l'Ukraine pour être président de l'Ukraine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein. Et donc l'ingénierie sociale va jusqu'au formatage de l'imaginaire. Maintenant, pourquoi est-ce que Maffezoli, en 1970, quand tout ça n'était pas apparent, on était à des années-lumière de ce qui allait arriver, anticipait déjà cela? C'est précisément à la lumière du changement d'époque. Une civilisation, comme la vie d'un être humain, passe par des âges différents. Vous n'êtes pas le même à 15 ans, à 30 ans, à 45 ou à 70. Hein. Et en l'occurrence, il se succède au cours du devenir d'une civilisation un certain nombre d'époques. Maffezoli aime bien répéter que l'époque en grec, ça veut dire parenthèse. Et une parenthèse, ça s'ouvre et ça se ferme. Et entre deux, il y a le contenu de l'équation si on est en mathématiques, par exemple. Et en l'occurrence, nous étions déjà en train de sortir du paradigme de l'époque moderne, qui a commencé grosso modo avec Descartes, et puis qui a culminé à travers la philosophie des Lumières, la Révolution française, qui accessoirement ne s'est pas du tout fait au bénéfice de la population française, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est intéressant quand même. Ce sont des très riches qui ont fait croire à l'immense masse des relativement pauvres que s'ils adhéraient à la Révolution, ça allait être beaucoup mieux pour eux. Alors qu'ils n'ont jamais eu la moindre sincérité à cet égard. Bon, parenthèse fermée. Et puis après, la révolution industrielle du 19e, les systèmes de masse du 20e siècle, et ce que Maffezoli et ses collègues de l'école de l'imaginaire avaient déjà repéré, c'est que c'était en train de commencer à se terminer dans les années 50. Alors, évidemment, je ne peux pas faire toute une présentation à ce sujet, mais quels sont les 3 piliers de la modernité? Ce sont des valeurs qui sont l'individualisme. Ça veut dire quoi, individu? C'est qu'on ne peut pas diviser. C'est atome. L'individu autonome, doté de libre arbitre, rationnel. Hein, vous connaissez le modèle en économie qui est juste hilarant. L'être humain rationnel qui prend des décisions éclairées. C'est hilarant. Aucun être humain ne ressemble à ça. Mais bon, c'est le dogme. Et dans ce dogme, il faut être autonome. Ne dépendre de rien ni de personne. Ce qui est une autre absurdité anthropologique. Nous ne pouvons imaginer être autonomes que parce que nous sommes inscrits dans suffisamment d'interdépendances bienfaisantes. Mais si on nous retire ces dépendances bienfaisantes, aucun d'entre nous n'est autonome. Aucun. Et même, ça dégringole très vite. Bon, premier dogme, l'individualisme. Deuxième dogme, le rationalisme. Et dans cette manière de voir les choses, l'imaginaire, l'émotion, la sensibilité sont des perturbateurs. On connaît aussi le modèle. Moi, je suis rationnel. Il y a des gens qui vivent de là à là. Tout le reste, ça n'existe pas. Et moi, je suis cartésien et rationnel. Et avec cette idée que la raison, l'imaginaire, l'émotion perturbent la raison. Et ça, on sait depuis que c'est une grosse erreur. Vous connaissez peut-être le livre de Damasio, L'erreur de Descartes, en neurosciences. Au contraire, quelqu'un qui n'a pas accès à ses émotions devient délirant et irrationnel. Il y a toujours de l'émotion dans la raison.
Et les trois, en fait, participent d'une même démarche de connaissance, avec des polarités, bien sûr. Quand on est dans la pensée analytique, on n'est pas dans la rêverie. On est fait pour passer de l'un à l'autre tout au long des journées. Mais la raison, au sens large, ça n'est pas la rationalité. D'où la proposition de Maffezoli de la raison sensible. Il dit qu'il faut combiner à l'aptitude analytique et rationnelle les valeurs de la sensibilité et de l'intuition. Et d'ailleurs, tous les grands découvreurs en sciences ont toujours dit c'est par l'intuition qu'on découvre, c'est par la rationalité qu'on confirme, qu'on vérifie. Et donc cette idée de pouvoir se rétrécir dans la rationalité, et à quoi ça conduit, Dieu sait si nous l'avons vu au cours de la crise Covid et dans nos vies, à ce que j'ai appelé moi-même l'imbécilité technique. Des choses qui ont l'air d'être rationnelles, et qui sont annoncés comme allant avoir des résultats bénéfiques, mais qui, dans les faits, quand on les applique, produisent l'inverse de ce qu'on voulait obtenir. Toute la technocratie repose là-dessus. Les plans de réforme, les plans de financement, la lutte contre... plus vous luttez contre le chômage, plus il y a de chômage. Ça s'est vu partout. Pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui sont devenus imbéciles. Alors, c'est pas une injure. Les gens du camp d'en face ne sont pas plus bêtes que nous. C'est juste que l'imbécilité, c'est le fait de ne pas avoir le bon support pour réfléchir de manière intelligente. Et si on exclut ce qui relève de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité, ça devient inévitablement stupide, sauf dans des domaines très pointus. Je pense qu'en ingénierie informatique, on peut effectivement être dans du très pointu. En chirurgie, on peut sans doute être dans du très pointu. Mais la personne que vous opérez, c'est encore un être humain avec une sensibilité et évidemment plein de choses qui participent à sa santé, qui dépassent le cadre de l'intervention elle-même. Et puis le troisième pilier, c'est le progressisme. C'est-à-dire cette grande mythologie dans laquelle on a été pendant 3 siècles et demi, qui était qu'on passe d'un état d'ignorance et de superstition vers un état de logique, de conquête et d'intelligence collective. Et au fond, cette flèche du temps. Et quand on regarde d'ailleurs, on peut voir que dans l'idéologie moderniste, il y a eu un énorme travail de salissage du Moyen-Âge qu'on a fait passer pour étant obscurantiste. C'est pas pour dire que tout a été lumineux au Moyen-Âge, mais quand on regarde le travail honnête des historiens aujourd'hui, on voit que non, c'était beaucoup plus riche et ouvert, et notamment parce qu'il n'y avait pas encore eu cette évacuation du sensible. Alors je vous donne juste un exemple, parce qu'il faut toujours illustrer les principes, et celui-là me ravit. Saviez-vous que, au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait des enjeux d'urbanisation ou de développement ou d'aménagement du territoire qui concernaient des espèces sauvages, les espèces sauvages avaient des avocats pour les représenter devant le tribunal. On a des cas, aménagement au cours de la Loire, et où vous avez un avocat des anguilles qui vient plaider la cause des anguilles. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans une vision du monde où nous sommes une créature dans une création. Il y a d'autres créatures. Et vous voyez comme cette idée de devenir le maître et le possesseur de la nature, c'est Descartes. Ça figure dans le discours de la méthode. Et ça, pour une pensée médiévale, c'est inimaginable. Nous sommes au mieux le locataire de la nature. Oui, nous pouvons faire des choses, donc, mais si cela doit bousculer les anguilles, il faut que les anguilles puissent se faire entendre. Alors vous voyez, dans la pensée moderniste, ça c'est de la superstition ridicule. Hein. Mais si on réfléchit plus loin, c'est une compréhension des écosystèmes et du fait que même si nous avons le droit, de par notre position, d'exercer un certain pouvoir sur la nature, nous devons rester sensibles au contre-coup que cela peut produire. Et donc toute l'idéologie du progrès, c'est ce qui a habité la fin du 19e avec ses grandes figures, le scientifique, Pasteur, le colon qui va porter la lumière de la civilisation chez les malheureux primitifs, le maître d'école. Je ne sais pas quelle position il avait en Belgique, mais en Suisse romande, le régent, on l'appelait dans les villages, mais le régent, c'était une personnalité, il savait lire et écrire. Il écrivait des lettres pour les gens qui ne savaient pas écrire, il transmettait l'instruction, c'était vraiment une figure. Quand je vois les malheureux enseignants aujourd'hui, qui en plus ont des élèves avec des résultats catastrophiques, vous voyez. Et donc il y avait comme ça toute cette idéologie disant nous allons vers de plus en plus de toujours mieux grâce au progrès, ceci, cela et autre chose. Et on a perdu en cours de route le fait que, oui, s'il y a des choses qui progressent, les smartphones sont plus performants aujourd'hui qu'il y a 5 ans et ils le seront encore plus dans 5 ans. Et s'il y a des choses qui progressent tout le temps, il y a aussi des choses qui ne changent pas.
et notamment les choses intemporelles, les choses immémoriales, les choses sacrées. Et que si on se situe uniquement dans cette perspective, eh bien, on évacue tous les contrepoids qui permettraient de vivre un progrès qui soit suffisamment bon. Parce que c'est quand on largue ses amarres, c'est quand on coupe ses contrepoids, qu'on devient comme un bateau sans quille. Et ce que Maffezoli avait anticipé, c'est que la fin d'une époque se caractérise toujours par une bouffée délirante des valeurs qui avaient eu cours précédemment. Elle ne s'éteint pas comme une chandelle. Sachant que de toute manière, les valeurs d'une époque ne meurent pas. Ce que je viens de nommer, l'individualisme, le progressisme, le rationalisme, ça continuera, mais sous d'autres formes et en se métissant avec autre chose. Et au moment où une époque est en train de céder le pas à l'apparition du nouveau, les élites en place font tout pour ne surtout pas perdre le pouvoir et ne surtout pas laisser les systèmes évoluer vers du meilleur. Et en fait, c'est ça l'intuition géniale qu'il a eue dans les années 70 en disant « mais cette évolution, elle est déjà en cours, on en voit toutes les prémices, un nouveau monde est en train de naître ». Et donc, il avait prévu qu'il y aurait cette tentative de coup d'arrêt, alors qui, bien sûr, d'un côté s'accompagne d'un projet objectif de domination mondiale, ils l'ont dit, ils le veulent. Hein, cette vision dystopique d'un monde où on soit surveillé en permanence et traçable et qu'on puisse être circonscrit dans notre nocivité sociale si tant est qu'on s'éloigne un petit peu de ce qui est requis. Donc cet agenda dystopique, il existe. De nouveau, j'ai simplement reproduit ce qu'ils disent eux-mêmes. Après, je veux bien me faire traiter de complotiste pour répéter ce que ces gens psychopathes disent. Donc ça existe, mais il ne faut pas perdre de vue non plus le côté parfaitement naturel et qui avait été prévisible par certains penseurs de cette bouffée délirante collective où tout d'un coup, ce monde allait s'emballer, vous savez, un peu comme une pièce de Ionesco, le théâtre de l'absurde. Vous voyez, il était parti au début des méthodes de langue style assimile. Vous savez, mon tailleur est riche, mon jardin est plus petit que Rome. Et puis, l'absurdité de ces phrases proposées pour apprendre une langue l'avait frappé, mais en même temps, il s'était dit, c'est amusant, parce qu'il y a toute une partie des interactions sociales, c'est un peu du même ordre. C'est, la RTBF a dit que, faut se faire vacciner avec un truc qui munisse pas. Vous voyez, c'est du théâtre de l'absurde. Et donc, il avait écrit des pièces dans lesquelles ces personnages étaient dans ces absurdités banales, et puis tout d'un coup, il y avait une espèce de transe qui montait, et les gens se mettaient à délirer de plus en plus, un peu comme des perroquets sous LSD. Et puis, ça se terminait toujours dans un espèce de climax. Rhinocéros, et tout le monde se transforme en rhinocéros et perd toute capacité de réfléchir. Les chaises, c'est encore autre chose. Mais donc, voilà, qu'il allait y avoir quelque chose de cet ordre. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit depuis 5 ans. Hein, je pourrais multiplier les exemples, mais une société qui se prétend rationnelle et qui dit, par exemple, on va tester l'efficacité d'un traitement précoce sur des gens à l'article de la mort. Ok, redis le mollo. Et en plus, tu n'utilises pas les 3 molécules. Ok, et puis en plus, la molécule principale, tu la donnes à des doses mortelles. Ah ouais. Puis après, vous avez la cohorte de Johan Montet et autres sbires du système qui viennent expliquer « il n'y a aucune preuve, au contraire, on a prouvé que c'était dangereux ». Vous voyez, c'est du délire à l'état pur. Et donc ce monde que veulent les élites dégénérées qui ont réussi à squatter le pouvoir, c'est un monde qui n'est rien d'autre qu'une modernité folle, et notamment dans ce vertige mégalomane et paranoïaque de vouloir prendre le pouvoir sur la création. Vouloir se rendre immortel. Moi, j'adore la vie. Mais si vous me dites, t'as le choix, tu peux signer, tu restes immortel sur cette terre. Non, vous êtes bien gentil, mais il y a probablement mieux ailleurs. Puis j'adore la vie, mais 90 ans, 100 ans, comme Edgar Morin, c'est bien, mais après, voilà, faut... Mais non, ces gens-là veulent mettre en échec la mort. Mais voyez le degré de terreur paranoïaque par lequel il faut être habité pour imaginer une chose pareille. Je vous ai énoncé les plans de Gates, et d'autres personnes l'ont dit. Schwab qui explique Thomas, nous serons tous une puce dans le crâne.
Et qu'est-ce qui fait que les gens n'éclatent pas de rire en disant « Mais prends ton neuroleptique, mon gars !» ou une tisane si tu préfères les thérapies naturelles, mais là, vraiment, t'es pas bien dans ta tête, mon gars. Voyez ? Mais ces gens-là ont réussi à s'accaparer des positions de pouvoir, faire des fortunes gigantesques, à servir tout l'environnement médiatique, universitaire, académique, enfin toutes les institutions sociales, et donc elles ont le champ libre. Et évidemment qu'elles sont grisées par leur propre pouvoir, à cela près que ça n'est que la fin d'une époque qui est déjà en plein effondrement. Et ce qu'indique Maffezoli à l'encontre de cette vision un peu pessimiste qu'on peut avoir, que les gens sont encore sous hypnose, que ceci, cela, lui il dit « Non, regardez les vrais signes. Quelle est la quantité, la proportion de Belges qui se sont précipités se faire réinjecter cet automne? Les élections. Macron est élu avec 15 ou 20% de la population. Le premier parti de tous nos pays, c'est l'abstentionnisme. Donc dans les faits, les gens ne sont pas dupes. Et ça serait une erreur de notre part, parce qu'on n'arrive pas à les convaincre et qu'on n'arrive pas à générer un mouvement politique, de dire « Ah, ben ça sert... » Non. Il y a une lente cristallisation. Et la bonne nouvelle, mais c'est évidemment pas une si bonne nouvelle pour un certain nombre d'entre nous, c'est que ça va passer par des violences de plus en plus fortes, de l'arbitraire de plus en plus fort, des cas de figure. On va faire des exemples avec certaines personnes qu'on va matraquer publiquement pour essayer de dissuader les autres. Et donc, il y a vraiment ce mouvement qu'on peut observer de durcissement, de durcissement, de durcissement. Mais d'un autre côté, c'est aussi comme ça que la vérité se révèle de plus en plus aux yeux du plus grand nombre. Et c'est une des très grandes forces de Trump. Regardez, il s'est fait traiter de Hitler, de nazi sur nos chaînes de télé, celles qui sont financées par nos impôts. Est-ce que vous pensez que ça l'a empêché d'être élu? Est-ce que vous ne pensez pas à l'inverse? Que les gens se sont dit, non, mais on ne peut pas être d'accord avec lui, c'est vrai qu'il est grossier, il est fantasque, il est imbu de lui-même, mais Hitler, franchement. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de perdre les gens. Et c'est là où je vous invite à rester dans cette vision possibiliste, c'est que plus ça se durcit, plus ça devient arbitraire et dégueulasse en face, meilleur c'est pour nous. Ben, c'est comme ça que les choses évoluent, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. Alors pour revenir au début de mon propos, ce décalage aujourd'hui entre la puissance instituante et les pouvoirs institués est maximal. Et donc ça ne peut pas tenir. Ils vont tout faire pour que ça tienne. Et d'ailleurs, un des indices qui confirme ce que je vous dis là, c'est le fait qu'ils ne se cachent même plus. Voyez ? Quand vous voulez vraiment garder le pouvoir, vous faites les choses discrètement. Ça s'est toujours fait. Perron a dit, on savait que dans l'industrie, bien sûr, il y a des dessous de table, il y a des trucs, mais, dit-il, même mes copains qui étaient à la tête des industries sont venus me voir en disant « on n'a jamais vu ça ». Okay, ben, qu'est-ce qui a changé? C'est une échelle, c'est le sentiment d'impunité totale, mais c'est aussi le fait de ne plus avoir aucun complexe. Mais ça met dans des positions intenables. Donc ça va mettre du temps en termes d'inertie que ça se traduise dans une réaction de la population. Mais la bonne nouvelle, alors il ne faut pas vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué. Mais c'est que, selon toute vraisemblance, le combat est déjà perdu pour le camp adverse. Parce que il n'y a pas d'exemple historique où les choses puissent aller en arrière. Et en fait, je terminerai avec ça, ce que Maffezoli avait aussi vu dans son long et patient travail au long des décennies, c'est que le monde en gestation était en train d'apparaître et qui repose sur des valeurs antinomiques aux trois que j'ai nommées. Et notamment le « nous » à la place du « je ». L'individualisme, c'est le « je ». Ce dont il est question aujourd'hui, c'est le « nous ». Et ça, nous l'incarnons. Aucun d'entre nous n'est plus important que les autres. Certains ont des talents qu'ils mettent à disposition, mais chacun d'entre nous contribue au « nous ». Et quelle que soit la personne qui soit là derrière le micro, ça n'a aucune importance parce que c'est le nous qui est en train d'avancer. Et d'ailleurs, s'il faut à un moment donné rattraper les pouvoirs institués pour les remettre en connexion avec la puissance instituante, c'est la clé de toute civilisation saine, c'est que les pouvoirs institués soient au service de la puissance instituante. Aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est se sucrer, être corrompu le plus possible, s'en mettre plein les poches, vous racontez que vous êtes des idiots et que vous êtes tout juste bons à gober les divertissements qu'on vous tend.
La rationalité, c'est cette ouverture vers une manière plus intelligente de penser ensemble les choses et qui d'ailleurs ouvre la voie à l'effondrement des systèmes hiérarchiques. Alors, de nouveau, je suis obligé de passer rapidement, mais on voit par exemple dans les dynamiques d'organisation qu'à chaque fois que des équipes doivent prendre des décisions, dans un contexte où chacun a la liberté d'exprimer la manière dont il voit les choses, juste ça, le collectif prend systématiquement des décisions meilleures qu'un groupe où des gens se limitent dans ce qu'ils osent dire parce qu'ils ont peur d'être jugés, ou des groupes où c'est le chef qui va décider à la fin. Quand vous faites confiance à l'intelligence collective et que vous lui laissez la liberté requise, elle va inévitablement vers le mieux. Et ça passe par l'écoute, par la dialogie. Alors, je suis désolé, j'ai encore 5 minutes. Je suis aussi un grand fan des neurosciences, pas dans le sens réducteur et il y a une lumière là, donc ça veut dire ça, mais parce que je trouve qu'elle nous montre comment cet anarchisme créatif et vertueux est irréversible. On sait aujourd'hui que le cerveau ne perçoit pas la réalité. Il recrée la réalité, il crée une représentation de la réalité. Ce que nous croyons être notre perception de la réalité est en fait une simulation que notre cerveau fait sur la base de toutes sortes d'expériences et autres, mais ça serait, pour des raisons neurologiques, beaucoup trop coûteux d'évaluer chaque stimuli. Donc en fait, nous vivons dans une représentation du monde qui est suffisamment bonne pour nous avoir permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, mais dans l'ensemble assez grossière et imparfaite. Tous autant que nous soyons. Ce que ça veut dire en d'autres termes, je vais vous le traduire en termes familiers, c'est que nous n'avons tous, au mieux, qu'une assez vague idée de ce qui se passe dans le monde, y compris chez nos proches, y compris à notre travail. On comprend un ensemble de choses, mais il y a plein de trucs, soit on les comprend pas, soit on les a mal compris, soit on imagine des choses qui sont pas vraies. Et tenez, je vais vous faire baisser un peu les chaussettes, hein. Même la vie que vous pensez avoir eue est à moitié fausse. Nos souvenirs sont à moitié faux. Parce que nos souvenirs ne sont pas quelque chose qui s'est imprimé, c'est un processus créatif auquel nous ajoutons quelque chose à chaque fois que nous pensons à quelque chose que nous avons vécu. Donc si de bonne foi, je vous dis, mais raconte-moi comment tu as fêté tes 20 ans, attends que je me souvienne, oui, ce que vous me direz sera à moitié faux. Ça, c'est établi en psychologie expérimentale. Vous voyez comme c'est intéressant. Nous n'avons pas eu la vie que nous croyons avoir eue, nous ne sommes pas qui nous croyons être. Si on nous scanne au big data, on voit que ce qu'on imagine, qui on imagine être, n'est pas confirmé par la vérification expérimentale de comment nous nous comportons, et nous n'avons au mieux qu'une vague idée de ce qui se passe dans le monde. Ok, c'est un peu défroissant pour l'ego, mais possibiliste, c'est assez intéressant quand même. Maintenant, imaginez la prochaine personne qui vient vers vous et vous dit « T'as vraiment pas compris, je vais t'expliquer comment sont les choses. » C'est comme Schwab avec sa puce. La seule réaction possible, c'est d'éclater de rire. Écoute, t'es très très amusant. Toi, t'es pas au courant que toi non plus, tu n'as au mieux qu'une très vague idée de ce qui se passe dans le monde. Donc, tu peux, et je t'en serais reconnaissant, partager avec moi ta vague idée. Ça m'intéresserait de voir comment tu vois le monde. Moi, je te partagerai comment sera ma vague idée. Et puis à partir de là, on peut entrer dans ce processus dialogique où je vais m'enrichir de ce que vous partagez avec moi. Ou si tout va bien, vous allez peut-être aussi vous enrichir de ce que je vais partager avec vous, mais où on va grandir dans une co-compréhension, une co-construction. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous demandez aux jeunes, on dit souvent « Ouais, mais les jeunes ne sont pas avec nous, ils ne sont pas politisés. » Oui, mais c'est normal, c'est pas leur taf. Eux, c'est de vivre leur vie et de trouver les bonnes valeurs. Nous, on a été vachement politisés. Est-ce que ça a été si utile que ça ? Laissez-les vivre. Et quand on interroge les jeunes sur c'est quoi vos priorités dans votre vie professionnelle ou familiale, est-ce que vous croyez que c'est la même chose que le modèle moderniste ? Non. Ils veulent pas perdre la vie à la gagner, ils veulent pas tout sacrifier à leur carrière, ils veulent pas ne plus avoir vie de famille, ils veulent pas être obnubilés par le travail, ils veulent pas passer leur vie à payer des impôts et cotiser pour la retraite. Non, ils veulent mieux. Ils veulent un monde où il y ait de l'âme. Et au fond, c'est là le nœud de toute l'affaire. On a cru que c'était une crise sanitaire ou politique, ça l'est, mais au fond, c'est une crise spirituelle. Et le monde en gestation, en train de naître, c'est un monde profondément spirituel. Alors, je termine avec ça, parce que je me suis énormément intéressé à la spiritualité dans ma vie professionnelle.
parce que c'est un des grands déterminants de la santé, notamment du rétablissement en santé mentale, et puis que cela donne une voie royale pour aborder cette dimension si importante de l'existence en dehors de tout dogmatisme ou d'idéologie. Parce qu'au fond, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont dans une situation difficile et pour lesquelles la probabilité qu'elles puissent connaître une amélioration est modeste, mais chez qui ça se passe, des gens qui arrêtent de boire alors que c'était des alcooliques irrécupérables, des personnes psychotiques très décompensées qui retrouvent un équilibre de vie, des personnes bipolaires qui ont encore des fluctuations mais plus du tout du même ordre, des personnes cancéreuses qui ont des cancers en stade terminal, rémission inexplicable. Ça existe. Pas souvent, mais ça existe. Quand on creuse le parcours de vie de ces personnes, elles parlent toujours de la spiritualité, mais dans 3 dimensions fondamentales. La première, c'est celle d'une espérance. Le devenir qu'on m'annonce, vous allez mourir dans 3 mois ou vous aurez des bouffées délirantes toute votre vie, non. Non, il y a quelque chose qui, en moi, est relativement sûr qu'un autre devenir est possible. Donc c'est une dimension d'espérance, une dimension de puissance supérieure à soi-même, comme on l'appelle aujourd'hui en psychologie. C'est-à-dire que quelle que soit la forme que la personne lui donne, il y a quelque chose de plus grand qui peut l'aider là où elle-même est impuissante. Donc ça peut être bien sûr une représentation de Dieu, surtout si c'est un Dieu d'amour, mais pas forcément. Ça peut être la force du groupe. Avec vous, je me sens beaucoup plus capable d'affronter les persécutions qu'on me fait subir, parce que je sais que vous êtes avec moi. Et c'est pas de la blague. Je vais bientôt finir. Je l'ai eu au début. Quand je me suis fait traîner dans la boue par la RTBF suisse, l'équivalent, j'étais ulcéré. Je supporte pas l'injustice en plus. Donc qu'on me critique pour des choses où on peut critiquer ce que j'ai à dire, mais là c'était dégueulasse. Et franchement, pendant 2 nuits, j'ai très mal dormi, très mal dormi. Et puis en même temps, je recevais, littéralement, des centaines et des milliers d'emails de soutien. Et un jour, au milieu de mes ruminations nocturnes, ouais, c'est trop salaud, comment est-ce qu'ils osent, c'est dégueulasse. J'ai la voix qui est venue, je reçois 1000 fois plus de soutien que d'attaques. Et c'était fini. C'était fini. Oui. Venez. Mais, alors je suis désolé, j'ai une autre caractéristique, c'est que je pleure toujours quand je parle de spiritualité. Voilà, pas pourquoi. Mais, vous voyez, tout d'un coup, c'était venez. Je suis indestructible, mais pas du fait de ma propre force, qui est très limitée, comme pour chacun d'entre nous. Mais je vous avais prévenu, hein. C'est marrant, quand je parle du sacré, ça me saisit, quoi. Mais tout d'un coup, on était des milliers. Vous voyez ? Et là, c'était fini. Donc, deuxième paramètre du rétablissement, c'est cette puissance supérieure à soi-même qui très souvent passe par le groupe. Et c'est pour ça que l'Oops est tellement magnifique. Parce que c'est du nous à l'état pur. Et poussons la réflexion jusqu'au bout. C'est quoi des praticiens de santé ? C'est qui ? C'est tout le monde. Parce qu'on a tous une santé et on est le premier praticien de sa propre santé. Le travail de Kennedy va être passionnant. Vous savez, 80% des maladies pourraient être évitées si on s'attaquait aux 5 principaux déterminants de la maladie, qui sont le stress, la malbouffe, la pollution atmosphérique, le manque de mouvement et le manque de sommeil. Si on s'attaque à ça, état inflammatoire chronique, stress oxydatif, syndrome métabolique, c'est 80% de toutes les maladies. Donc en fait, passer d'une économie de la maladie à une politique de santé serait magnifique, mais ce qui est beau, et c'est là aussi où l'Oops, vous voyez, c'est déjà le monde qui naît. C'est que, bien sûr qu'un médecin, c'est génial les savoirs de la médecine, mais la plupart des médecins connaissent très mal la santé. Et aujourd'hui, notamment le formatage du remboursement est fait de telle manière que le médecin n'a plus le temps de s'intéresser à son patient. Alors que le même remède prescrit au bout d'1 heure de consultation compassionnelle, où vous vous intéressez à ce que la personne vit dans sa vie, ou donné en 10 minutes, voilà le résultat de vos tests, voilà ce qu'il faut prendre, c'est pas le même effet. Vous voyez ? Le relationnel est thérapeutique en lui-même. Et donc, voilà, ce modèle, on voit bien dans le domaine médical, il devient fou. Un diagnostic par AI et test biologique, traitement standardisé défini par les essais randomisés en double aveugle, c'est délirant.
c'est dystopique, c'est négateur de la réalité de la santé. Maintenant, ils sont capables d'aller aussi loin parce qu'ils sont dans leur hallucination psychédélique moderniste. Mais voilà, c'est déjà fini. Les gens ne vont pas adhérer à ça. Et d'ailleurs, possibiliste, dans tous ces médecins qui se sont fait exclure, ok, vous n'avez plus le droit de prescrire. Maintenant, dans la masse de morbidité actuelle dont souffrent les gens, et notamment les maladies chroniques, quel est le taux de maladies pour lesquelles il n'y a que de la chimie qui peut donner un résultat? Probablement pas tant que ça. C'est une des raisons pour lesquelles la recherche est configurée comme elle l'est aujourd'hui. Elle veut exclure la reconnaissance de tout ce qui marche d'autre. Et vous voyez, avant la crise Covid, on était en train d'avancer à grande vitesse vers la médecine intégrative, la médecine fonctionnelle. Si de l'homéopathie, de l'acupuncture, des huiles essentielles font du bien à mon patient, au nom de quoi? Ou serait susceptible de lui faire du bien? Au nom de quoi lui dirais-je qu'il ne faut pas qu'il essaye? C'est complètement stupide. Et je pense que le coup d'arrêt, vous voyez, c'est parce que la société était en train d'aller vers cette revendication, cette aspiration de l'âme beaucoup plus profonde. Et puis enfin, le dernier volet de la spiritualité, c'est ça, c'est le fait de reconnaître de manière inconditionnelle la dignité de chaque personne. La spiritualité, c'est pas les disputes sur la nature de Dieu ou le sexe des anges. C'est est-ce que je suis capable de reconnaître en chacun une valeur de dignité infinie? Je vous avais prévenu. Inviolable, et que si on la viole, on porte atteinte au sacré. Et les vrais hommes ne pleurent pas. Eh ben non, les vrais hommes, au contraire, ils ont accès à leur sensibilité. Et moi, quand je repense à tout ce qui a été infligé aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes âgées, c'est monstrueux. La bonne nouvelle, c'est que on a d'ores et déjà gagné la partie. Il s'agit de déjà faire vivre. Hein. Parce que vous voyez, c'est comme la soupe. Si vous faites une bonne soupe à la maison, donc vous avez tout votre cœur, la recette de la grand-mère, les légumes, et puis qu'on vous propose une soupe de fast-food à côté. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on cultive. Hein. C'est en faisant grandir ce qui fait du bien, que le contraste avec ce qu'ils essayent de nous imposer continuera d'être de plus en plus visible et au fond ralliera de plus en plus de personnes. Parce que ça, Louis Fouché l'avait dit très tôt, et combien avait-il raison. Le grand talon d'Achille du modèle qu'ils essayent de nous imposer, c'est qu'il n'est désirable pour personne. Sauf pour les psychopathes qui peuvent s'arroger toutes les ressources. Mais qui a envie de vivre dans le monde de Klaus Schwab, de Bill Gates et d'Ursula von der Leyen? Alors, tant qu'ils nous tiennent par la manipulation, la peur et tout ça, bon, ils arrivent à faire des encablures dans la direction qu'ils souhaitent. Mais voilà, le momentum est de notre côté parce que nous sommes dans une transmutation épocale, pour le dire comme ça. Et le monde qui vient, c'est ce monde des tribus. C'est ce monde où on se renforce les uns les autres dans notre pouvoir, où on partage des compréhensions qui font du bien, des trucs qui marchent. C'est aussi beaucoup d'astuces sur comment tu prends soin de ta santé. Ah, t'as essayé tel truc, t'as vu machin. Et voilà. Et tout ça, c'est effectivement le fait aussi de reprendre notre puissance dont on s'est laissé déposséder. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'être avec vous. Merci. Avant, réfléchissez aux questions que vous allez poser. J'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que l'expression « Le monde des tribus » sera le titre de mon prochain ouvrage. Merci, Jean-Dominique Michel. Deuxièmement, je voudrais dire un petit message pour ceux qui, au-delà de ces tribus que nous constituons, sont un petit peu nos porte-parole, et je voulais parler des médias, de ces médias qui nous soutiennent, Kéros, BAM, pour insister sur l'importance qu'il y a de les soutenir, soit en vous abonnant, soit en faisant des petits dons, pas grand-chose, 5, 10 euros, mais c'est extrêmement important. Ce sont les seuls qui pourront universaliser l'esprit que nous avons ensemble de ce travail que nous faisons en commun. Donc, allez sur le site de Kéros Presse, allez sur le site de BAM, soutenez ces gens. La deuxième chose, c'est qu'après les questions que vous allez poser à Jean-Dominique Michel, un juriste, Thierry van der Linden, va prendre la parole 5 minutes pour vous parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant. Mais maintenant,
Qui a des questions pour M. Jean-Dominique Michel? 60 questions, pas plus. Je voudrais juste dire, puisque le no est si important, on pourrait changer oups en oups. Oui, mais vous savez, moi, je suis cartésien rationaliste, hein, ça va pas ce truc-là. Qui a une question pour Jean-Dominique Michel? C'est vrai que c'est un peu difficile, hein, il est futé quand même. Les sujets sont... il faut oser se lancer là. Alors, moi j'ai une question que je me pose depuis le début de cette crise. Pourquoi est-ce que tous ces psychopathes et compagnie se sont vraiment attaqués aux pays dits développés, tels que les pays européens, la Belgique, l'Allemagne ou quoi, ou même l'Australie ou quoi. Et pour moi, c'est comme s'ils avaient une envie vraiment d'exterminer une partie de la population, mais d'une population qui est peut-être un petit peu plus développée intellectuellement et qui aurait peut-être été capable de réagir, je ne sais pas. Je me pose vraiment cette question par rapport à ce qui se passe, quand on voit tous les effets secondaires et autres. Merci, mais si tant est que ça a été leur intention, ils se sont vraiment ratés. Parce que ce qu'on a vu à l'inverse, c'est que c'est les populations et les classes de la population les plus éduquées qui ont été les plus stupides. Mais vraiment. Et ça, je trouve hyper intéressant, parce que l'effondrement du monde universitaire est une autre réalité. C'est devenu un espace de conformisme de la pensée, d'idéologie wokiste, délirant. Enfin, l'effondrement des universités, c'est intéressant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que le développement et le partage de l'intelligence ne se passent plus dans ces cercles aujourd'hui. Ça se passe ailleurs. Et là, je pense que cette réalité que j'indique, et vraiment on voit sociologiquement, plus les gens étaient éduqués et formés, bac plus je sais pas quoi, plus ils ont été cons par rapport au Covid. C'est extraordinaire quand même. Alors moi ça me ravit, parce que ça fait très longtemps que je suis un convaincu de la diversité des formes d'intelligence. Et je vois qu'il y a une domination sociale autour de cette question d'éducation. Et notamment comment les gens qui ne sont pas allés à l'Uni nourrissent inévitablement un complexe par rapport à ceux qui y sont allés. Ça prouve qu'ils n'y sont pas allés, sinon ils auraient vu ce qu'il y a et qu'il n'y a aucune raison d'être complexés. Mais, donc il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes, et notamment des intelligences de bon sens populaire. Donc vous savez, des gens, ils n'avaient pas l'outillage intellectuel pour dire pourquoi ça ne leur parlait pas. Mais ils ont tout de suite senti ce truc-là, j'ai aucune confiance. C'est qui est intelligent au bout du compte? Celui qui rationalise le fait que les injections sont sûres et efficaces, ou celui qui, même s'il ne sait pas dire pourquoi, dit ce truc-là, vous ne me foutrez jamais dans le corps et pas dans le corps de mes enfants. Donc je pense que, vous voyez, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, que cette crise avec cet élément-là, alors il ne faudrait pas par contre-coup que ça vienne à nier la réalité des connaissances et de l'expertise, parce que quand on est dans un domaine depuis 10 ou 20 ans, a priori, on a une expérience, et on voit aussi à l'inverse aussi des gens dire « Oh ben non, ça n'existe pas, ça, vous voyez, sorti de nulle part. » Donc, bon, mais ça, c'est des problèmes de croissance. Mais en soi, je pense que ça va vraiment poser la bonne question de quelle est la bonne connaissance, comment est-ce qu'on accède à la connaissance. Et une fin de réponse par rapport à votre question, c'est que je pense aussi que l'Occident n'a plus de colonne vertébrale à cause de l'évacuation collective du sacré. Alors c'est particulier parce que un anthropologue il n'est pas pour ou contre, mais je trouve que cette idée aussi qu'on peut avoir une spiritualité totalement à l'écart des religions est pas entièrement convaincante, parce que la religion elle donne une ossature au collectif. Et on en parlait avec Alain hier quant aux mandarins dans le système hospitalier dans le passé. C'était pas idéal, c'était très autoritaire, c'était pas corrompu comme aujourd'hui, mais surtout, il y avait un sens de l'honneur. Et le problème, c'est quand on laïcise de manière terminale une société, c'est très difficile de faire vivre le sens de l'honneur. Parce que ce sacré n'est plus pris en considération. Alors ça dit, l'Église catholique en particulier s'est tellement tirée de balles dans le pied qu'on ne voit plus très bien comment elle peut marcher sans boiter. Mais il y a une vraie question là, c'est comment est-ce qu'on recrée du sacré ensemble. L'Église elle est au milieu du village,
Même le président de la République, il est soumis à Dieu, il devra lui rendre des comptes un jour. Donc il y avait quand même quelque chose dans cette narration religieuse qui, malgré tout, tenait. Donc je pense que l'Occident soit devenu aussi mollusque par rapport à ça, en faisait aussi une proie de choix. Bonjour, je suis Dr Mitran Sora. J'ai une question qui peut sembler un peu sortie du contexte. Le problème est qu'en Roumanie, ça a été créé un précédent absolu en annulant les élections présidentielles. Et maintenant, on parle de ce monsieur qui a gagné énormément de votes, que soi-disant il est putiniste, légionnaire, souverainiste, nationaliste, bien sûr chrétien orthodoxe, entre autres, probablement ça c'est aussi mal. Le problème est que je vois un danger qui plane au-dessus de l'Europe, une dictature totalitaire. J'aimerais savoir quel est votre point de vue par rapport à cet événement, qui est un précédent inadmissible. Merci beaucoup pour votre question. Il faut rappeler aussi que M. Ceausescu avait dénoncé de manière très explicite la pédocriminalité encouragée jusque dans les plus hautes sphères de l'ONU et de tous nos gouvernements. Donc évidemment que ça ne le mettait pas tellement dans les bons petits papiers de ceux qui ont le projet totalitaire à l'esprit. En ce qui concerne le risque totalitaire, justement, je suis possibiliste. C'est une possibilité. À mon sens, elle me paraît, si tant est qu'il soit possible d'évaluer objectivement un risque relativement limité, mais pas impossible. J'ai aussi relu tout l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn au printemps 2020, et grand bien m'en a pris. Parce que ça m'a permis de voir l'intention totalitaire telle qu'elle se transmettait dans les ministères, à la RTBF, dans les ordres des médecins, etc., en ayant une possibilité de comparaison avec comment c'est dans un vrai système totalitaire. Donc je pense que l'agenda est là. Les dernières attaques d'OVNI aux États-Unis sont extrêmement intéressantes parce que ça fait aussi longtemps que des bruits courent que pour empêcher l'accession de Trump et son investiture, ils vont trouver quelque chose, ils vont tout faire pour essayer de trouver quelque chose. Maintenant, moi forcément, comme vous, je regarde tout ça passer comme badaud. Je me demande, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Des gens me disent, t'as rien compris, Trump est le chevalier blanc qui va nettoyer les écuries d'Augias et Gates a été exécuté il y a 10 ans à Guantanamo. Bon. Il y en a d'autres qui me disent, t'as pas compris, c'est un pourri de la pire espèce, il crée un espoir, mais juste pour pouvoir mieux resserrer tous les boulons après. Bon. Et puis moi, je suis possibiliste et je réfléchis en hypothèse, donc je suis au milieu. Ce que j'essaye de dire, c'est que je crois que nous avons, nous, comme on dit en jargon technocratique, un devoir de moyens, mais pas de résultats. L'important, c'est qu'on donne tout ce qu'on a, de la meilleure manière, pour donner le plus de chances au basculement dans la bonne direction. Si on doit tous finir déportés dans des camps, j'espère juste qu'on y sera ensemble. Mais ça n'est pas une... Et vous voyez, là, je peux faire un lien intéressant. Le modèle narratif de la modernité, c'est le drame. C'est quoi le drame? C'est il se passe des événements adverses et vous avez le devoir de trouver une solution. Ça, c'est le modèle moderne. Problème, solution, projet. Et donc, la Terre va se faire détruire et Bruce Willis sort du placard et sauve la Terre. Voilà, ça, c'est le modèle dramatique moderne. Le modèle postmoderne, c'est un modèle tragique. C'est un modèle où il n'y a pas toujours des solutions à tout et... notamment par rapport à la finitude. Voyez ? Le modèle moderne, il veut même trouver un remède à la mort, à la finitude. Dans le modèle tragique, non. On a la responsabilité d'agir, mais le destin est le destin. Et d'ailleurs, on voit dans les mythes que souvent, par exemple, il est dit que Oedipe tuera son père et épousera sa mère, donc on fait tout pour que ça ne se passe pas. On l'abandonne dans la nature pour pas que ça se passe. Mais Mektoub, le destin est le destin. Ça se passe de toute manière. Donc, moi, ma position, c'est celle d'être dans cette dédication, c'est un anglicisme, on excuse, dans cet engagement vis-à-vis du possible, tout en sachant que
On n'a pas de garantie quant au résultat, mais que l'important, c'est qu'une fois qu'on aura quitté la Terre, on puisse en rigoler au bar du paradis, en disant, tu te souviens, c'était la merde, puis avec Klaus Schwab, et puis cette Johan Montet, quand même, quelle vilaine bonne femme. Heureusement, elle n'est pas là. Vous allez avoir les oreilles qui sifflent. La Cour constitutionnelle roumaine, un organisme de justice par excellence, a arrêté ces élections. Donc ça veut dire que la justice est contre la justice. C'est paradoxal quand même. Et comment on va arrêter ça ? C'est ça ma question finalement. Mais c'est pas si paradoxal. Aujourd'hui, la médecine est contre la santé, l'université est contre l'éducation, les parlementaires sont contre le peuple, la police est contre l'ordre public, les formats sont pour la maladie. Donc en fait, on est dans ce renversement systématique. Et l'avantage pour moi de la situation roumaine, c'est que d'abord ce monsieur Ceausescu me semble plein de ressources, mais que surtout ça montre encore une fois que la démocratie est une blague. Si le peuple vole dans la direction qu'ils veulent, c'est la démocratie, mais sinon ils vont tout faire pour empêcher que ça se passe. Donc c'est aussi des moments de vérité douloureux, inquiétants, difficiles, mais qui malgré tout me semblent continuer d'aller dans la bonne direction. Je le souhaite en tout cas. Merci madame. Merci.